Ce jour-là, devant l'école, j'ai compris que mon propre fils voulait m'effacer de sa vie. Je m'appelle Marie-Claire de la Roche, j'ai 76 ans, et voici l'histoire que j'ai gardée pour moi bien trop longtemps. C'était un jeudi après-midi de septembre. Le ciel était doux, presque pâle, comme ces fins d'été qui sentent encore la rentrée des classes. J'étais venue chercher mon petit-fils Julien à l'école, comme je le faisais chaque jeudi depuis 4 ans. C'était notre rituel. Lui et moi. Son cartable trop lourd, ma main dans la sienne, et ce sourire qu'il gardait rien que pour moi. Mais ce jeudi-là, tout a basculé. Je l'ai vu sortir du portail. Il n'a pas couru vers moi comme d'habitude. Il marchait lentement, la tête baissée. Quand il s'est approché, j'ai vu ses yeux rouges. Mon cœur s'est serré. « Julien, qu'est-ce qui se passe, mon chéri ?» Il s'est jeté dans mes bras. Ses petites mains ont agrippé mon manteau. Il pleurait. Pas un chagrin d'enfant. Quelque chose de plus profond, de plus noir. « Vovo, je vais avoir tellement de peine sans toi. » J'ai souri. J'ai caressé ses cheveux. « Mais je ne vais nulle part, mon amour. Je suis là. » Il a relevé la tête. Ses larmes coulaient encore. Il a murmuré d'une voix cassée. « Papa a dit que tu allais aller vivre avec les vieux, que tu ne pouvais plus rester toute seule. » Mon sang s'est glacé. Les vieux, un asile, mon fils, mon propre fils, Olivier. J'ai compris en une seconde. Tout s'est éclairé. Les appels qu'il ne retournait plus, les visites qu'il annulait, ce regard froid qu'il posait sur moi depuis des mois, comme si j'étais devenue un poids, une gêne. Julien pleurait toujours. « C'est vrai, mamie. Tu vas partir ?» J'ai serré ses mains dans les miennes. J'ai souri. Un sourire qui cachait une tempête. « Non, mon cœur, je ne pars pas. Pas comme ça. » Mais au fond de moi, je savais déjà. Mon fils venait de décider de mon avenir, sans me demander, sans même me regarder dans les yeux. Il pensait que j'étais fragile. Il pensait que j'allais accepter en silence. Il pensait que j'étais une vieille femme fatiguée, prête à disparaître. Mais il ne savait pas avec qui il était en train de jouer. Dans ma poche, mes doigts ont effleuré la petite broche en argent que je portais toujours. Un cadeau de ma mère. Elle me l'avait donné le jour de mon mariage, il y a 54 ans. « Marie-Claire, m'avait-elle dit, une femme ne doit jamais oublier qui elle est, même quand le monde essaie de lui faire croire qu'elle n'est plus rien. » Ce jour-là, devant cette école, avec mon petit-fils en larmes dans mes bras, j'ai compris que ma mère avait raison, et que j'allais me battre. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous ? Avez-vous déjà été trahi par quelqu'un de votre propre famille ? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires, j'aimerais vous lire. Avant que tout bascule, j'avais une vie, une maison, un fils, et je croyais encore que l'amour d'une mère suffisait. Il fut un temps où Olivier était différent. Je me souviens de ses mains d'enfant dans les miennes, de ses rires dans le jardin de notre maison de Neuilly. Cette grande maison bourgeoise où mon mari, Jean-Philippe, et moi avions bâti une vie élégante et tranquille. Les volets bleus, le rosier grimpant sur la façade, le salon avec ses meubles anciens hérités de ma belle-mère. Olivier était notre seul enfant. Nous l'avions eu tard. J'avais 39 ans. Jean-Philippe, 43. Nous pensions ne jamais avoir d'enfant. Et puis il est arrivé. Notre miracle. Je me souviens de tout. Ses devoirs sur la table de la cuisine. Ses premières notes au piano. Ses yeux brillants quand il réussissait quelque chose. Il était intelligent, Olivier. Trop, peut-être. Jean-Philippe disait toujours « Ce garçon ira loin ». Il avait raison. Olivier est devenu ingénieur. Un excellent métier. Il s'est marié à 32 ans avec Céline, une jeune femme blonde, polie, toujours impeccable. Ils ont eu Julien 3 ans plus tard. Quand Jean-Philippe est mort, il y a maintenant 8 ans, Olivier est venu aux obsèques en costume sombre. Il m'a serré dans ses bras devant tout le monde. Il a dit « Maman, tu ne seras jamais seule, je suis là ». Je l'ai cru. Après la mort de mon mari, je suis restée dans notre maison. Seule, oui, mais pas malheureuse. J'avais mes habitudes, mon jardin, mes livres, mes promenades au marché le dimanche matin. Et surtout, j'avais Julien. Chaque jeudi, je le récupérais à l'école. Nous rentrions ensemble. Je lui préparais un goûter, des madeleines maison, du chocolat chaud. Il faisait ses devoirs à la table où son père avait fait les siens. C'était ma vie, simple, paisible, pleine de sens. Olivier passait de temps en temps, pas souvent. Il travaillait beaucoup, disait-il. Céline aussi. Ils avaient leurs obligations. Je comprenais. Je ne demandais rien. Je ne me plaignais jamais. Je gardais ma dignité. Mais il y a environ 1 an, quelque chose a changé.
Les visites d'Olivier sont devenues plus rares. Puis il a commencé à poser des questions étranges. « Maman, tu es sûre que tu peux encore gérer la maison toute seule? Tu ne trouves pas que c'est trop grand pour toi maintenant? Tu as pensé à simplifier un peu ta vie ?» Je souriais. Je répondais calmement. « Je vais très bien, mon chéri. Ne t'inquiète pas pour moi. » Mais au fond, quelque chose me gênait. Ce n'était pas de l'inquiétude que je voyais dans ses yeux. C'était autre chose. Quelque chose de froid. Quelque chose de calculé. Un soir, il est venu dîner avec Céline. C'était rare. Je m'étais donné du mal. J'avais préparé un bœuf bourguignon, sa recette préférée quand il était enfant. Pendant le repas, il a regardé autour de lui. Les meubles, les tableaux, le service en porcelaine que nous utilisions. « Cette maison vaut une fortune maintenant, tu sais », a-t-il dit en coupant sa viande. J'ai senti mon cœur se serrer. « Oui, je sais, c'est chez moi. » Il a souri. Un sourire que je ne lui connaissais pas. « Bien sûr, maman, c'est chez toi. » Mais sa voix sonnait faux. Céline a baissé les yeux vers son assiette. Et moi, j'ai compris que quelque chose était en train de se briser. Dans ma chambre, ce soir-là, j'ai pris ma broche en argent dans le tiroir de ma commode. Je l'ai tenue dans ma paume. Elle était froide, lourde, réelle. Ma mère me l'avait offerte en me disant « Un jour, tu comprendras que certaines personnes voient en toi ce que tu possèdes, et non qui tu es. » J'avais souri à l'époque. Je pensais qu'elle était trop méfiante. Mais ce soir-là, seule dans ma chambre, j'ai compris qu'elle avait raison, et que mon propre fils commençait à me regarder comme un obstacle. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Cela me ferait tellement plaisir de savoir que je ne suis pas seule. Les trahisons ne commencent jamais par un cri, elles commencent par un silence. La première vraie fissure, je l'ai vue un mardi matin de novembre. J'étais dans le jardin, en train de tailler mes rosiers. L'air était frais, presque mordant. J'aimais ces matins-là. Le silence de la maison, le bruit des oiseaux, la lumière dorée qui traversait les branches. Mon téléphone a sonné. C'était Olivier. « Maman, j'ai besoin que tu signes quelques papiers. » « Des papiers? Quels papiers? » « Rien de grave, juste des documents administratifs, pour simplifier la gestion de tes comptes. Tu sais, au cas où... » Il n'a pas fini sa phrase. Au cas où quoi? Au cas où je devenais incapable? Au cas où je mourrais? J'ai senti une gêne dans sa voix, quelque chose qu'il ne disait pas. Je passerai ce week-end avec mon notaire. Tu n'auras qu'à signer. C'est pour ton bien, maman. Pour mon bien. Ces 3 mots résonnent encore dans ma tête. Le samedi suivant, Olivier est arrivé avec un homme en costume gris. Maître Dubois. Un notaire que je ne connaissais pas. Olivier ne m'avait jamais parlé de lui. Ils se sont installés dans le salon. J'ai servi du thé. Ils ont posé des documents sur la table basse. « Madame de la Roche, » a dit le notaire avec un sourire professionnel, « votre fils souhaite mettre en place une procuration. C'est une mesure de précaution, très courante à votre âge. À mon âge, 76 ans, comme si j'étais déjà perdu, comme si j'avais déjà un pied dans la tombe. Une procuration pourquoi ? Ai-je demandé calmement. Olivier a pris la parole. Pour que je puisse t'aider, maman. Gérer tes factures, tes comptes en banque. Tu n'as plus besoin de t'occuper de tout ça. Je m'en charge. J'ai regardé les papiers, des mots compliqués, des termes juridiques, des signatures à apposer partout. Et si je refuse? Le silence a été terrible. Olivier a froncé les sourcils. Pourquoi refuserais-tu? Je suis ton fils. Je veux juste t'aider. Mais dans ses yeux, j'ai vu autre chose. De l'impatience, de l'agacement, et peut-être même du mépris. J'ai pris ma tasse de thé, je l'ai portée à mes lèvres, j'ai bu lentement, puis j'ai dit, d'une voix douce mais ferme, « J'ai toute ma tête, Olivier. Je gère mes affaires depuis 50 ans. Je n'ai besoin de personne pour signer à ma place. » Le notaire a toussé. Olivier a serré les mâchoires. « Maman, tu es têtue. Tu ne te rends pas compte. Un jour, tu ne pourras plus. Et là, ce sera trop tard. Ce jour-là n'est pas aujourd'hui. » Il s'est levé. Il a rangé les papiers dans sa mallette. Il était furieux. Je le voyais à sa façon de bouger. Sèche, brutale. Très bien, comme tu veux. Mais ne viens pas te plaindre si tu te retrouves dans des ennuis. Puis il est parti, sans me regarder, sans m'embrasser. Le notaire l'a suivi, gêné. Je suis restée seule dans le salon. Les tasses étaient encore sur la table. Le silence était lourd. J'ai compris, à cet instant précis, que quelque chose s'était cassé entre mon fils et moi. Quelque chose que je ne pourrais peut-être jamais réparer. Ce soir-là, j'ai ouvert le tiroir de ma commode. J'ai sorti la broche en argent. Je l'ai accrochée à mon pull.
contre mon cœur. Ma mère disait toujours, quand on commence à te traiter comme si tu n'existais plus, c'est là que tu dois te rappeler qui tu es. Je me suis regardée dans le miroir. J'avais 76 ans, oui, mais j'avais encore toute ma lucidité, toute ma force, et surtout, j'avais ma dignité. Personne ne me l'enlèverait. Mais dans les semaines qui ont suivi, j'ai compris que ce n'était que le début. Olivier avait décidé quelque chose, et moi, je n'étais plus qu'un obstacle sur son chemin. J'ai passé des mois à me convaincre que tout irait bien. C'est ce que font les mères. Elles nient, elles excusent, elles s'effacent. Après cet après-midi terrible avec le notaire, j'ai essayé de faire comme si de rien n'était. C'est étrange, n'est-ce pas? Quand quelqu'un qu'on aime nous blesse, notre premier réflexe n'est pas la colère, c'est la justification. Je me suis dit, il est stressé, il travaille trop. Céline doit le pousser. Il veut bien faire, mais il s'y prend mal. J'ai trouvé 1000 excuses, parce que c'était plus facile que d'accepter la vérité. Les semaines ont passé. Olivier ne venait plus. Il ne téléphonait presque plus. Quand il le faisait, c'était bref, froid, utilitaire. « Ça va, maman ?»« Oui, mon chéri. Et toi ?»« Oui. Bon, je dois y aller. » Clic. 3 phrases. 30 secondes. C'était devenu notre relation. Mais je continuais à aller chercher Julien à l'école chaque jeudi. C'était mon seul lien avec eux. Mon seul moment de joie véritable. Julien, lui, ne changeait pas. Il me parlait de tout. Ses copains, ses dessins, ses rêves. Un jeudi, alors que nous marchions dans la rue, il m'a demandé « Mamie, pourquoi papa ne vient plus te voir ?» Mon cœur s'est serré. Il est très occupé, mon ange. Mais avant, il venait quand même. J'ai souri. Un sourire qui cachait une douleur immense. Les adultes ont parfois des choses compliquées à régler. Mais ça ne change rien, tu sais. Je t'aime. Et ton papa aussi. Julien a hoché la tête. Mais je voyais dans ses yeux qu'il sentait quelque chose. Les enfants sentent toujours. Un soir de décembre, le téléphone a sonné. C'était Céline. Sa voix était douce, presque trop. « Marie-Claire, je voulais vous parler. »« Oui, ma chérie. Olivier et moi, on pense qu'il serait peut-être bien que vous arrêtiez de venir chercher Julien le jeudi. » J'ai cru que mon cœur s'arrêtait. « Pourquoi ? C'est juste que vous n'êtes plus toute jeune. Et Julien grandit. Il a besoin de plus de structure. On a trouvé une nounou qui peut s'en occuper après l'école. Une nounou, pour remplacer sa grand-mère. » J'ai serré le téléphone dans ma main. J'ai toujours été à l'heure, Céline. Julien est heureux avec moi. Ce n'est pas une question de bonheur, Marie-Claire. C'est une question de sécurité. Sécurité. Comme si j'étais dangereuse. Comme si j'étais devenue un risque. J'ai voulu protester. J'ai voulu crier. J'ai voulu dire « C'est mon petit-fils. J'ai le droit de le voir. » Mais je ne l'ai pas fait. J'ai dit, d'une voix calme « Très bien, si c'est ce que vous pensez être mieux pour Julien. Merci de comprendre. » Elle a raccroché. Et moi, je suis restée là, debout dans ma cuisine, le téléphone à la main, vidé, brisé. Ce soir-là, je me suis assise dans le salon, dans le noir, sans allumer la lumière. J'ai touché ma broche en argent, accrochée à mon pull, et j'ai compris que je m'étais menti, que j'avais laissé faire, que j'avais accepté le silence, les absences, les excuses, parce que j'avais peur. Peur de perdre mon fils, peur de perdre mon petit-fils, peur d'être seule, mais en me soumettant, en me taisant, en m'effaçant, j'étais déjà en train de disparaître. Et eux, ils le savaient. Ils savaient que je ne me défendrais pas, que je courberais l'échine, que je serais cette vieille femme gentille, docile, invisible. Alors j'ai pris une décision. J'ai décidé de ne plus appeler, de ne plus proposer, de ne plus supplier. Je me suis dit, s'ils veulent me voir, ils viendront. Mais au fond de moi, je savais déjà. Ils ne viendraient pas. Les mensonges finissent toujours par laisser des traces. Et moi, j'ai commencé à les voir. Janvier est arrivé. Un mois froid, gris, silencieux. Je n'avais plus de nouvelles d'Olivier depuis 3 semaines. Plus de nouvelles de Julien non plus. J'ai essayé de m'occuper. Le jardin, les livres, les courses. Mais chaque geste me rappelait le vide. Un matin, j'ai reçu un courrier recommandé. L'enveloppe portait le tampon d'un cabinet médical que je ne connaissais pas. Je l'ai ouverte. C'était un compte-rendu de consultation psychiatrique. À mon nom. J'ai relu 3 fois. Madame Marie-Claire de la Roche présente des signes de déclin cognitif léger. Désorientation temporelle. Trouble de la mémoire immédiate. Une réévaluation dans 3 mois est recommandée. Mon sang s'est glacé.
Je n'avais jamais consulté ce médecin. Je n'avais jamais mis les pieds dans ce cabinet. Ce rapport était un faux. J'ai téléphoné immédiatement au cabinet. Une secrétaire m'a répondu. « Bonjour, je suis Marie-Claire de la Roche. J'ai reçu un compte-rendu médical signé par votre docteur, mais je ne suis jamais venue chez vous. » Silence. Puis elle a dit, gênée, « Un instant, s'il vous plaît. » J'ai attendu. Longtemps. Puis une voix d'homme. Sèche. « Madame de la Roche, je suis le docteur Lemoine. Votre fils nous a contactés il y a 2 mois. Il nous a expliqué que vous refusiez de consulter, mais que votre état nécessitait une évaluation. Nous avons rédigé ce rapport sur la base des informations qu'il nous a fournies. Sur la base de... quoi? De ses observations. En tant que proche aidant. Proche aidant. Olivier. Mon fils avait menti à un médecin. Il avait fait rédiger un faux diagnostic pour me faire passer pour une vieille femme sénile. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Pas de peur, de rage. Le lendemain, j'ai fouillé mes papiers, mes relevés bancaires, mes factures, et j'ai découvert quelque chose d'autre. 3 virements, signés de mon compte, vers un compte que je ne connaissais pas. 1 000 €, 1 500 €, 2 000 €, 4 500 € au total. Je n'avais jamais signé ces virements. Je n'avais jamais autorisé ces transferts. Mais la signature sur les documents était la mienne. Ou presque. Une imitation. Maladroite, mais suffisante pour tromper une banque peu vigilante. J'ai appelé ma banque. Madame de la Roche, ces virements ont été effectués en ligne, avec vos identifiants. Je n'utilise jamais la banque en ligne. Pourtant, quelqu'un l'a fait à votre place. Quelqu'un. Olivier. Il avait mes codes. Je les lui avais donnés il y a 2 ans, quand j'avais eu une grippe sévère et que je ne pouvais pas me déplacer. Il m'avait aidé à payer quelques factures. Je lui avais fait confiance. Et il avait tout gardé. Ce soir-là, je me suis assise à la table de la cuisine. J'ai posé devant moi le faux rapport médical, les relevés bancaires, les copies des virements frauduleux. Et j'ai compris. Ce n'était pas de la négligence. Ce n'était pas de l'impatience. C'était un plan. Olivier voulait me faire passer pour folle, me voler mon argent, prendre le contrôle de ma maison et m'enfermer quelque part où je ne pourrais plus protester. J'ai touché ma broche en argent. Elle était froide contre ma peau. Ma mère m'avait dit un jour, « Le jour où tu découvriras que quelqu'un te ment, ne pleure pas, observe, rassemble et attends le bon moment. » Ce soir-là, j'ai décidé de ne rien dire, de ne pas confronter Olivier. Pas encore, parce que maintenant, je savais. Et celui qui sait a déjà gagné la moitié de la bataille. Je me demande encore si j'aurais dû agir plus tôt. Mais parfois, il faut laisser les gens se dévoiler complètement. Et vous? Auriez-vous attendu ou auriez-vous agi tout de suite? Il y a un moment où le doute disparaît, où la vérité vous frappe comme une gifle, et où vous comprenez que vous avez été aveugle. Février est arrivé avec la pluie. Depuis ma découverte, je n'avais pas appelé Olivier. Je n'avais rien dit. J'observais. J'attendais. Et lui, il a fini par revenir. Un samedi après-midi, il a sonné à la porte. J'ai ouvert. Il était là, avec Céline. Tous les deux souriants, presque trop. « Bonjour, maman. On passait dans le quartier. On s'est dit qu'on allait prendre de tes nouvelles. » J'ai souri. Un sourire que j'avais appris à perfectionner. « Entrez, mes chéris. » Nous nous sommes installés au salon. J'ai servi du thé. Comme avant. Comme si rien n'avait changé. Olivier regardait autour de lui. Les meubles. Les tableaux. Le tapis persan. « Tu sais, maman, cette maison est vraiment trop grande pour toi. » Je me débrouille très bien. « Oui, mais... » Il a échangé un regard avec Céline. « On a réfléchi. Il existe des résidences très bien. Avec du personnel médical, des animations, tu ne serais plus seul. Des résidences. » Il ne disait pas le mot, mais je l'entendais. Asile. J'ai posé ma tasse. « Olivier, j'ai 76 ans. Je ne suis pas malade. Je n'ai pas besoin d'être surveillée. » Il a soupiré, comme si j'étais une enfant têtue. « Justement, maman, tu refuses de voir la réalité. Le docteur Lemoine nous a envoyé son rapport. » Ah, donc c'était ça. Il venait me confronter avec son propre mensonge. Quel rapport? Celui qui indique que tu as des troubles cognitifs, des pertes de mémoire. Je n'ai jamais consulté ce médecin. Parce que tu refuses d'admettre que tu as besoin d'aide. Sa voix montait. Il perdait patience. Céline a posé une main sur son bras. « Olivier, calme-toi. » Mais lui, il continuait. « Tu oublies des choses. Tu te mélanges dans les dates. Tu as même fait des virements bizarres sur ton compte.
Mes virements, ceux qu'il avait faits lui-même, il était en train de me les reprocher. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas de la tristesse, de la clarté, une clarté terrible. Mon fils n'était pas inquiet. Mon fils n'était pas protecteur. Mon fils était en train de construire un dossier contre moi. Un dossier pour prouver que j'étais incapable, pour prendre le contrôle de mes biens, pour m'enfermer et se débarrasser de moi. J'ai pris une grande inspiration. Olivier, regarde-moi. Il s'est tu. Je vais très bien. Je n'ai aucun trouble. Je gère ma vie, ma maison, mon argent. Maman, tu es dans le déni. Non. Toi, tu es dans le mensonge. Le silence est tombé. Céline a baissé les yeux. Olivier m'a fixé, froidement. Qu'est-ce que tu insinues? Rien. Je dis juste que je ne signerai rien, que je ne quitterai pas ma maison, et que si tu veux m'en faire sortir, il faudra passer par la justice. Il s'est levé. Brutal. Très bien. Puisque c'est comme ça, on verra ce qu'en dit un juge. Parce que moi, en tant que fils, j'ai le devoir de te protéger, même contre toi-même. Il est parti. Céline l'a suivi sans un mot. La porte a claqué. Je suis restée seule, dans le silence. Mon cœur battait fort, mais pas de peur, de lucidité. Je venais de comprendre l'étendue de sa trahison. Il n'allait pas s'arrêter. Il allait poursuivre, mentir devant un juge, présenter son faux rapport médical, manipuler les faits et me faire enfermer. Ce soir-là, j'ai ouvert mon ordinateur. J'ai tapé « Comment prouver sa capacité mentale ? Comment se protéger d'une mise sous tutelle abusive ? Avocat droit des personnes âgées, Paris. » J'ai lu pendant des heures et j'ai compris une chose. Si je ne me défendais pas maintenant, j'allais tout perdre. Ma liberté, ma maison, ma dignité. Alors j'ai pris ma broche en argent. Je l'ai serrée dans ma main et j'ai murmuré, comme une promesse. Il a cru que j'étais faible, mais il ne sait pas encore ce qu'une mère peut faire quand on touche à ce qu'elle a de plus sacré, sa propre vie. Il y a des batailles qu'on ne peut pas gagner, mais il y a des défaites qui préparent la victoire. 3 semaines après cette confrontation, j'ai reçu une convocation. Tribunal de grande instance de Nanterre. Olivier avait déposé une requête en mise sous tutelle. Il demandait à être nommé tuteur légal de sa mère en raison de son état de santé mentale défaillant et de son incapacité à gérer ses affaires. Mon propre fils m'assignait en justice pour me déclarer incapable. J'ai contacté un avocat, Maître Roussel, une femme dans la cinquantaine, au regard vif et direct. Elle a lu le dossier d'Olivier, le faux rapport du docteur Lemoine, les relevés bancaires avec les virements suspects, les témoignages de voisins inquiets que je ne connaissais même pas. Tout était là. Un dossier monté, construit, cohérent en apparence. « Madame de la Roche, » a dit Maître Roussel, « je dois être honnête avec vous. Ce dossier est solide. Votre fils a bien préparé son coup. Mais c'est faux. Tout est faux. Je vous crois. Mais devant un juge, ce qui compte, ce sont les preuves. Et lui, il en a. Et moi ?» Elle m'a regardée avec une forme de compassion douloureuse. « Vous avez votre parole. Malheureusement, dans ce genre d'affaires, ce n'est pas toujours suffisant. » L'audience a eu lieu un mardi matin de mars. J'ai mis mon plus beau tailleur, bleu marine, élégant. Je voulais avoir l'air digne. Olivier était déjà là, avec Céline et son propre avocat, un homme en costume sombre, au visage froid. Quand je suis entrée dans la salle, Olivier ne m'a pas regardée, pas un seul regard, comme si j'étais déjà morte. Le juge était une femme d'une 60aine d'années. Cheveux gris, lunettes fines, visage sévère. Elle a lu le dossier, puis elle m'a posé des questions. « Madame de la Roche, savez-vous quel jour nous sommes ? Mardi 12 mars 2025. Qui est le président de la République ? Emmanuel Macron. Pouvez-vous me dire combien font 7 fois 8 ? 56. Chaque réponse était claire, précise. Je voyais bien que le juge était surprise. Puis l'avocat d'Olivier a pris la parole. « Madame la juge, Madame de la Roche peut sembler lucide en apparence, mais les troubles cognitifs sont souvent intermittents. Le rapport médical du docteur Lemoine atteste d'une désorientation temporelle et de troubles de la mémoire. De plus, Madame de la Roche a effectué des virements bancaires incohérents qu'elle ne se rappelle même plus avoir faits. » Maître Roussel s'est levé. « Madame la juge, ce rapport a été établi sans que ma cliente ait jamais consulté ce médecin. Quant aux virements, nous contestons formellement leur authenticité. » Mais le juge a secoué la tête. « Maître, le rapport est signé par un professionnel reconnu, et les virements
portent la signature de Madame de la Roche. Sans expertise graphologique, je ne peux pas les écarter. J'ai senti mon cœur se serrer. À la fin de l'audience, le juge a rendu sa décision. Compte tenu des éléments présentés et dans l'attente d'une expertise médicale approfondie, je prononce une mesure de sauvegarde de justice temporaire. Monsieur Olivier de la Roche est nommé mandataire spécial pour une durée de 6 mois. 6 mois. Olivier avait gagné. En sortant du tribunal, il m'a enfin regardé, avec un sourire froid. Victorieux. « Maman, a-t-il dit d'une voix douce, tout va bien se passer, je vais m'occuper de toi. » Puis il s'est penché vers moi et a murmuré, si bas que personne d'autre ne pouvait entendre. « Et dans 6 mois, tu seras dans une maison médicalisée, et la maison sera à moi. » 2 semaines plus tard, une ambulance s'est garée devant chez moi. Olivier était là, avec 2 infirmiers. « Maman, on va t'emmener dans un endroit où tu seras bien, où on pourra s'occuper de toi. » Non, tu n'as pas le choix. Le juge m'a donné l'autorité. J'ai regardé ma maison, mon jardin, mes rosiers, tout ce que j'avais construit, tout ce que j'avais aimé, tout ce qu'on m'arrachait. Les infirmiers m'ont aidé à monter dans l'ambulance. Olivier n'est pas monté avec moi. Il est resté sur le perron, en train de regarder la maison, sa maison. Quand les portes de l'ambulance se sont refermées, j'ai touché ma broche en argent. Elle était toujours là, contre mon cœur. Et j'ai pensé à une chose que ma mère m'avait dite bien des années plus tôt. Parfois, il faut perdre une bataille pour gagner la guerre. Je venais de tout perdre. Mais au fond de moi, une petite flamme brûlait encore, parce que ce qu'Olivier ne savait pas, c'est que j'avais déjà commencé à me battre. On croit qu'une femme de 76 ans est fragile, mais ce qu'on oublie, c'est qu'elle a déjà survécu à 76 années de bataille. La résidence Les Marronniers. C'était le nom de l'endroit où Olivier m'avait enfermé. Un établissement privé à Rueil-Malmaison, propre, silencieux, aseptisé, des couloirs blancs, des chambres numérotées, des vieilles femmes en fauteuil roulant qui regardaient en le vide. Ma chambre était au 2e étage, petite, une fenêtre qui donnait sur un parking, un lit médicalisé, une armoire, une chaise. Rien qui m'appartenait vraiment. Le premier soir, je me suis assise sur le bord du lit. J'ai touché ma broche en argent que j'avais réussi à garder avec moi, et je me suis dit « Non, pas comme ça ». Parce que ce qu'Olivier ne savait pas, c'est que 3 jours avant l'audience au tribunal, j'avais fait quelque chose de discret, de silencieux, mais de décisif. J'avais appelé un ami de mon défunt mari, Monsieur Garnier, un homme de confiance, ancien ingénieur en informatique, qui m'avait toujours traité avec respect. « Monsieur Garnier, lui avais-je dit au téléphone, j'ai besoin de votre aide. Mon fils essaie de me faire passer pour folle. Je sais qu'il va essayer de m'enfermer, et je dois me protéger. Que puis-je faire, Marie-Claire? Installer des caméras dans ma maison, partout, salon, cuisine, entrée, discrète, invisible, et reliez-les à un serveur en ligne auquel vous seul aurez accès. » Il y a eu un silence, puis il a dit « Je m'en occupe ». 2 jours plus tard, Monsieur Garnier était venu chez moi avec son matériel, de petites caméras, pas plus grosses qu'un bouton. Il les avait installées derrière des cadres, dans des plantes, sur des étagères. « Personne ne les verra », m'avait-il assuré. « Elles enregistrent en continu, et tout est sauvegardé automatiquement. Merci. Marie-Claire, vous êtes sûre que votre fils va faire quelque chose de répréhensible ?» J'avais souri tristement. J'en suis certaine. Et j'avais eu raison. Parce que dès le lendemain de mon internement, Olivier était retourné dans ma maison, avec Céline, et les caméras avaient tout enregistré. Depuis ma chambre à la résidence Les Marronniers, j'avais accès à un ordinateur portable, un vieil appareil que j'avais emporté avec moi. Le personnel pensait que je l'utilisais pour regarder des photos de famille. En réalité, je me connectais au serveur de Monsieur Garnier, et je regardais les vidéos. Tout. Vidéo du 15 mars. 17 heures. Olivier entre dans le salon. Il ouvre les tiroirs, fouille mes papiers, prend des documents. Céline est avec lui. « Tu es sûre qu'elle ne peut pas revenir ?» demande-t-elle. « Certaine. Elle est sous sauvegarde de justice. Et dans 6 mois, elle sera sous tutelle complète. La maison sera à nous. Et l'argent ? J'ai déjà viré 50 000 € sur notre compte. Personne ne s'en rendra compte. 50 000 €. Mon argent. Volé. Vidéo du 20 mars. 14 heures. Olivier est au téléphone. « Oui, maître. Ma mère va très mal. Elle ne reconnaît plus personne.
Je pense qu'il faut accélérer la procédure de tutelle. Des mensonges. Encore et toujours. Vidéo du 23 mars, 19 h. Olivier et Céline sont dans la cuisine. Céline ouvre une bouteille de vin, il trinque. « À la nouvelle vie », dit Olivier en souriant. « Tu crois qu'elle va comprendre un jour ?» demande Céline. « Elle est vieille, elle finira par oublier. Et de toute façon, qui la croirait ?» J'ai regardé ces vidéos. Encore et encore. Chaque mot, chaque geste, chaque preuve. Et j'ai compris que j'avais entre les mains ce qu'il me fallait. La vérité. Le lendemain, j'ai appelé Maître Roussel, mon avocate. « Maître, j'ai des preuves, des enregistrements vidéo, tout ce qu'il faut pour prouver que mon fils m'a manipulé, volé et enfermé sous de faux prétextes. » Il y a eu un silence. Puis elle a dit, d'une voix grave, « Marie-Claire, si ces vidéos sont authentiques, nous pouvons tout renverser. Elles le sont. Alors envoyez-les-moi, immédiatement. » Ce soir-là, assise dans ma petite chambre, j'ai envoyé les fichiers vidéo à Maître Roussel. Puis j'ai touché ma broche en argent. Et j'ai murmuré, « Il pensait que j'étais faible, que j'allais disparaître sans bruit. » Mais il a oublié une chose. On ne sous-estime jamais une mère qui a décidé de se battre. La justice ne vient pas toujours des tribunaux. Parfois, elle vient de la vérité qui éclate au grand jour. 3 jours après avoir envoyé les vidéos à Maître Roussel, tout a basculé. Elle m'a appelé. Sa voix tremblait d'excitation. « Marie-Claire, j'ai visionné l'intégralité des enregistrements. C'est édifiant, accablant. Nous avons tout ce qu'il faut. Vol, abus de confiance, faux témoignages, tentative d'escroquerie aggravée. Je dépose une plainte pénale aujourd'hui même. Et je demande la levée immédiate de la mesure de sauvegarde de justice. » Mon cœur battait fort. « Vous pensez que ça va marcher ? Marie-Claire, avec ce que vous avez, ce n'est plus une question de savoir si ça va marcher. C'est une question de combien de temps votre fils va passer devant un juge pénal. » Le surlendemain, j'ai reçu une visite. 2 policiers en civil, brigade financière. Ils se sont présentés poliment. Ils avaient reçu les vidéos de Maître Roussel. Ils voulaient m'entendre. Nous nous sommes installés dans une petite salle de la résidence. Une infirmière était présente pour attester de ma lucidité. Les policiers ont posé leurs questions. Calmement, méticuleusement. « Madame Delaroche, pouvez-vous nous expliquer comment vous avez eu l'idée d'installer ces caméras ?» J'ai compris que mon fils mentait, qu'il préparait quelque chose contre moi. Je voulais juste me protéger. « Vous étiez consciente que ces enregistrements pourraient être utilisés comme preuve ?» Je l'espérais, parce que je savais que sans preuve, personne ne me croirait. L'un des policiers a hoché la tête. « Madame, ce que vous avez fait, c'est courageux et légal. Ces vidéos ont été enregistrées dans votre propre domicile. Elles sont parfaitement recevables. » Il a refermé son carnet. « Votre fils va être convoqué dans les prochains jours. » 4 jours plus tard, Olivier a été placé en garde à vue. Je l'ai appris par Maître Roussel. Ils l'ont arrêté ce matin à son bureau, devant ses collègues. Il nie tout, évidemment. Mais les vidéos parlent d'elles-mêmes. Et moi ? Vous ? Le juge des tutelles a levé la mesure de sauvegarde. Vous êtes libre, Marie-Claire. Vous pouvez rentrer chez vous dès aujourd'hui. J'ai fermé les yeux. J'ai senti les larmes monter. Pas de tristesse, de soulagement. Le lendemain matin, M. Garnier est venu me chercher à la résidence. Il m'a ramené chez moi, ma maison. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai senti l'odeur familière, le bois, les vieux tapis, les roses séchées dans le vase du salon. Tout était exactement comme je l'avais laissé, sauf qu'Olivier n'y était plus, et qu'il n'y reviendrait jamais. Les semaines qui ont suivi ont été étranges. Olivier a été mis en examen. Vol, abus de faiblesse, faux et usage de faux, tentative d'extorsion. Les charges étaient lourdes. Son avocat a tenté de négocier, de minimiser, d'expliquer que c'était un malentendu familial. Mais les vidéos étaient là, irréfutables. Puis, un jour, l'affaire a fuité dans la presse. Un journaliste du Parisien a écrit un article. Neuilly. Un fils internait sa mère pour s'emparer de ses biens. Elle le confond grâce à des caméras cachées. L'article a fait le tour des réseaux sociaux. Des centaines de commentaires, des milliers de partages. Quelle horreur! Bravo à cette dame courageuse. Il mérite la prison. Et moi, assise dans mon salon, je lisais ces mots avec une émotion que je n'arrivais pas à nommer. Pas de la joie, pas de la colère, quelque chose de plus profond, une forme de paix. Olivier a perdu son travail. L'entreprise où il était ingénieur l'a licencié pour atteinte à l'image de la société.
Céline a demandé le divorce. Elle ne voulait plus être associée à un homme capable de ça. Leur maison, achetée en grande partie avec l'argent qu'il m'avait volé, a été saisie pour rembourser mes comptes. Et lui, il s'est retrouvé seul, dans un petit appartement de banlieue, sans travail, sans femme, sans fils. Un jour, j'ai reçu une lettre. De lui. Je l'ai reconnue à l'écriture sur l'enveloppe. J'ai hésité longtemps avant de l'ouvrir. Puis je l'ai fait. Maman, je sais que tu ne veux plus me parler. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. Mais je voulais que tu saches que je regrette. Pas parce que j'ai été pris, pas parce que j'ai tout perdu, mais parce que j'ai perdu quelque chose que je ne pourrai jamais retrouver. Toi. J'ai passé des années à te regarder comme un obstacle, comme quelque chose qui m'empêchait d'avancer. Mais aujourd'hui, seul dans cet appartement, je comprends. Tu n'étais pas un obstacle. Tu étais ma mère. Et moi, je t'ai traitée comme une ennemie. Je ne te demande pas de me pardonner. Je sais que je ne le mérite pas. Mais je voulais que tu saches que je suis désolée et que tu me manques. Olivier. J'ai replié la lettre, je l'ai posée sur la table et je suis restée là, immobile, pendant longtemps. Quelques semaines plus tard, j'ai appris qu'Olivier avait été condamné. 2 ans de prison avec sursis, 5 ans d'interdiction de gérer les biens d'autrui, obligation de me rembourser les 50 000 € volés, avec intérêt, et surtout, interdiction de m'approcher. Le jour du jugement, je n'y suis pas allée. Maître Roussel y est allé pour moi. Elle m'a raconté. Olivier était présent, seul, aucun soutien. Il a pleuré devant le juge. Il a demandé pardon. Mais le juge a été ferme. Monsieur de la Roche, vous avez abusé de la confiance de votre propre mère. Vous avez tenté de la déposséder, de la faire passer pour folle, de l'enfermer contre son gré. Ce genre d'acte ne peut rester impuni. Puis le juge a ajouté quelque chose que Maître Roussel m'a répété mot pour mot. Votre mère aurait pu vous détruire complètement. Elle avait toutes les preuves, tous les moyens de vous faire condamner à de la prison ferme. Mais elle a choisi la clémence. Pas pour vous, mais pour elle-même, pour ne pas devenir ce que vous êtes devenu, quelqu'un qui détruit par vengeance. Remerciez-la, parce que c'est grâce à elle que vous êtes encore libre aujourd'hui. Ce soir-là, j'ai marché dans mon jardin. Les rosiers avaient fleuri. Le printemps était revenu. J'ai touché ma broche en argent, épinglée sur mon pull, et j'ai pensé à ma mère, à ces mots. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Olivier m'avait donné de la trahison, de la froideur, du mépris, et la vie lui avait rendu la solitude, le rejet, l'humiliation, pas parce que je l'avais voulu, pas parce que je m'étais vengée, mais parce que c'est ainsi que fonctionne le monde. Les actions ont des conséquences. Les mensonges finissent par éclater. Et ceux qui croient pouvoir piétiner les autres finissent toujours par se retrouver seuls. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel. C'était l'école de Julien. Céline avait donné mon numéro. « Madame de la Roche, votre petit-fils aimerait beaucoup vous voir. Est-ce que vous seriez d'accord pour venir le chercher jeudi prochain ?» Mon cœur s'est arrêté. Oui, bien sûr, avec joie. Le jeudi suivant, je suis retournée devant cette école. Le même portail, le même ciel doux de printemps. Julien est sorti en courant. Quand il m'a vu, ses yeux se sont illuminés. « Mamie !» Il s'est jeté dans mes bras. Et cette fois, il ne pleurait pas. Il souriait. « Maman m'a dit que tu étais revenu, que tu ne partirais plus. » J'ai caressé ses cheveux. « Non, mon cœur, je ne pars plus. » En rentrant à la maison avec lui, main dans la main, j'ai pensé à tout ce chemin parcouru. À la douleur, à la trahison, à la lutte, à la victoire. Pas une victoire éclatante, pas une victoire glorieuse, mais une victoire juste, celle d'une femme qui a refusé de disparaître, qui a refusé de se taire, qui a refusé de laisser le mensonge gagner. Et ce soir-là, en regardant Julien faire ses devoirs à la table de la cuisine, exactement comme avant, j'ai compris quelque chose. La vraie justice, ce n'est pas la vengeance, c'est la vérité qui reprend sa place. C'est la dignité qui refuse de plier. Et c'est la vie qui, doucement, remet chaque chose à sa juste place. Olivier avait cru pouvoir m'effacer. Il avait cru que j'étais trop vieille, trop fragile, trop naïve. Il s'était trompé. Et aujourd'hui, c'était lui qui portait le poids de ses propres choix, pas moi. Au bout du chemin, on ne se souvient pas de ce qu'on a perdu. On se souvient de ce qu'on a refusé d'abandonner. 6 mois ont passé depuis le jugement. L'automne est revenu. Les feuilles tombent doucement dans le jardin. Les rosiers se préparent pour l'hiver. Et moi, je suis toujours là, dans ma maison, dans ma vie.
libre. Julien vient me voir chaque jeudi, comme avant. Nous faisons ses devoirs ensemble, nous préparons des gâteaux, nous rions. Il ne parle jamais de son père. Et moi, je ne force rien. Un jour, peut-être, il posera des questions. Et ce jour-là, je lui dirai la vérité. Pas pour le dresser contre Olivier, mais pour qu'il comprenne. Qu'il sache que dans la vie, on a toujours le choix. Le choix d'être juste, ou d'être cruel. Le choix de protéger, ou de trahir, et que chaque choix a des conséquences. Céline m'a appelé il y a quelques semaines. Elle voulait me voir. Nous nous sommes retrouvés dans un café près de chez moi. Elle était nerveuse, gênée. « Marie-Claire, je voulais vous dire, je suis désolée. » « Désolée de quoi, Céline ? De ne pas avoir dit non, de ne pas vous avoir défendu. Je savais que ce qu'Olivier faisait n'était pas bien, mais j'ai laissé faire. Par lâcheté, par peur, j'ai posé ma main sur la sienne. Céline, vous n'étiez pas responsable de ses choix. Lui seul l'était. » Elle a pleuré. « Je me sens tellement coupable. Ne portez pas sa culpabilité. Portez juste vos propres leçons. Et soyez une bonne mère pour Julien. C'est tout ce qui compte maintenant. » Elle a hoché la tête. En partant, elle m'a serré dans ses bras. « Merci. Pour tout. » Quant à Olivier, je n'ai plus de nouvelles. Il n'a jamais répondu à mes conditions pour nous revoir. Des excuses sincères, un vrai travail sur lui-même et du temps. Beaucoup de temps. Je ne sais pas s'il reviendra un jour, s'il frappera à ma porte, s'il trouvera le courage de me regarder dans les yeux. Mais il y a quelque chose que j'ai compris. Pardonner, ce n'est pas effacer. Ce n'est pas oublier. Ce n'est pas faire comme si rien ne s'était passé. Pardonner, c'est accepter que la douleur a existé, que la trahison a eu lieu, et décider de ne plus la porter, de ne plus lui donner de pouvoir sur ma vie. Est-ce que j'ai pardonné à Olivier ? Je ne sais pas encore. Certains jours, je pense que oui. D'autres jours, la douleur revient. Sourde, lourde. Mais ce que je sais, c'est que je ne lui en veux plus. Pas par bonté, pas par faiblesse, mais par choix. Parce que je refuse de laisser sa trahison empoisonner le reste de ma vie. Un soir, j'ai reçu une visite inattendue. Maître Roussel. Elle m'a apporté un bouquet de fleurs. « Marie-Claire, je voulais juste vous dire que vous êtes une femme remarquable. » J'ai souri. « Remarquable ? Non, juste une femme qui a refusé de disparaître. » C'est exactement ça. Vous savez combien de personnes, à votre place, auraient baissé les bras ? Auraient accepté ? Vous vous êtes battue. Avec intelligence, avec dignité. Elle a marqué une pause. Votre histoire a inspiré d'autres femmes, vous savez. Depuis la publication de l'article, j'ai reçu des dizaines d'appels. Des femmes âgées, des filles inquiètes pour leur mère. Elles veulent savoir comment se protéger, comment ne pas se laisser faire. Mon cœur s'est serré. Vraiment, vraiment. Vous avez ouvert une porte. Vous avez montré qu'on pouvait se défendre, même à 76 ans, même face à son propre fils. Ce soir-là, après son départ, je me suis assise dans le salon. J'ai pris ma broche en argent dans ma main. Cette petite broche que ma mère m'avait offerte il y a plus de 50 ans. Et j'ai pensé à elle, à sa force, à sa lucidité, à sa sagesse. Une femme ne doit jamais oublier qui elle est. Elle avait raison. Aujourd'hui, j'ai 76 ans. Mon corps est plus fragile qu'avant. Mes cheveux sont gris. Mes mains tremblent parfois. Mais mon esprit est clair. Mon cœur est intact. Et ma dignité est intacte. Cette histoire que je vous ai racontée, ce n'est pas une histoire de vengeance. Ce n'est pas une histoire de haine. C'est une histoire de survie, de résistance, de refus. Le refus d'être effacée, le refus d'être réduite au silence, le refus de laisser quelqu'un, même son propre enfant, décider de votre valeur. Parfois, on me demande « Marie-Claire, est-ce que vous regrettez d'avoir installé ces caméras, d'avoir porté plainte contre votre fils ?» Et je réponds toujours la même chose. Non, parce que ce n'était pas contre lui. C'était pour moi, pour ma liberté, pour ma dignité, pour ma vie. Aujourd'hui, quand je me promène dans mon jardin, quand je prépare le goûter de Julien, quand je lis un livre dans mon fauteuil préféré, je me dis « j'ai gagné ». Pas parce qu'Olivier a perdu, mais parce que j'ai refusé de perdre moi-même. Et si mon histoire peut servir à quelque chose, si elle peut aider ne serait-ce qu'une seule femme à ouvrir les yeux, à comprendre qu'elle a le droit de se défendre, à savoir qu'elle n'est pas seule, alors tout cela aura eu un sens. Il y a quelques jours, j'ai décidé de léguer ma broche en argent à Julien. Pas maintenant, plus tard, quand il sera adulte. J'ai écrit une petite lettre que je lui donnerai avec. « Mon cher Julien,
Cette broche appartenait à mon arrière-grand-mère. Elle me l'a donnée en me disant « N'oublie jamais qui tu es. Aujourd'hui, je te la donne à toi. Pas pour que tu la portes, mais pour que tu te souviennes. Que dans la vie, on rencontrera toujours des gens qui essaieront de nous faire croire qu'on ne vaut rien, que nous sommes trop vieux, trop jeunes, trop faibles, trop différents. Mais toi, mon chéri, ne les écoute jamais. Parce que ta valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent de toi. Elle dépend de ce que tu sais, au fond de ton cœur, que tu es. Et personne, jamais, ne pourra te l'enlever. Avec tout mon amour, ta grand-mère, Marie-Claire. Ce soir, le ciel est clair, les étoiles brillent doucement. Je suis assise sur le banc du jardin, enveloppée dans un châle. L'air est frais, mais je n'ai pas froid. Parce qu'au fond de moi, il y a une chaleur, celle d'avoir survécu, celle d'avoir résisté, celle d'être encore là. On dit souvent que les personnes âgées sont fragiles, qu'elles ont besoin de protection, qu'elles ne peuvent plus se défendre. Mais moi, j'ai appris quelque chose. La fragilité n'est pas une question d'âge, c'est une question de renoncement. Et moi, je n'ai jamais renoncé. Alors, si vous m'écoutez ce soir, où que vous soyez, si vous êtes une femme qui doute de sa force, si vous êtes une mère qui a peur de son propre enfant, si vous êtes une grand-mère qu'on essaie de faire taire, sachez ceci. Vous avez le droit de vous défendre. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de vous battre pour votre dignité. Et vous n'êtes jamais, jamais trop vieille pour le faire. Parce qu'au bout du compte, ce qui reste, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la maison. Ce n'est pas le confort. C'est la certitude d'avoir été fidèle à soi-même, d'avoir regardé la vérité en face et d'avoir refusé de plier. Je m'appelle Marie-Claire de la Roche, j'ai 76 ans. Et voici l'histoire que je voulais partager avec vous. Pas pour vous faire pleurer, pas pour vous faire juger, mais pour vous rappeler que vous êtes plus forte que vous ne le croyez et que personne n'a le droit de vous effacer. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.